Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World Soir. Bienvenue dans Regard Croisé, le dernier numéro de cette semaine. Au sommaire ce soir, 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Près d'1 million de nouveaux déplacés en 6 mois. Nous parlerons également du Mali pour parler du référendum constitutionnel qui aura lieu dimanche. Au Niger, d'importants délestages d'électricité depuis près d'une semaine. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, un enseignant congédié pour avoir enceinté une élève. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci pour l'invitation. Chers collègues, bonsoir. Chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Alors, à côté de vous, Dominique Lacmont, analyste politique et secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo 2FDD. Bonsoir et Dominique, bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à mes frères ici présents. C'est avec un réel plaisir que je réponds à votre invitation. J'ai une langue de bois à dire avant de vous laisser continuer. Et ça ne fait pas partie de votre programme d'aujourd'hui, mais c'est ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec un de nos frères. Il s'agit de Freeman Tekou Agbo, une Burkinabé, l'a pris vraiment virulent, très virulent. Et surtout, il ne s'est pas limité à Firmin Tekou, mais ça en est pris aussi à notre chef d'État qu'elle a traité de tous les noms. Mais je voudrais attirer l'attention de tout le monde qui nous suit ici, que nous ne sommes pas ici parce que nous faisons des analyses en tenant compte des états d'âme, des émotions ou d'approchement partisan. Donc, il faut que les gens comprennent que la liberté d'expression aussi, c'est de permettre à l'autre de dire ce qu'il pense. Et non, tout le monde ne peut pas penser dans la même direction. Et chacun a ce droit de le dire. Et Firmin est dans son droit qui dit ce qu'il pense d'une question qu'on lui pose ou bien d'une situation qu'on lui tend. Donc, et que cette dame se ressaisisse. Et surtout, quand elle prend à notre chef de l'État, elle doit vraiment aller apprendre beaucoup parce que le chef de l'État en a beaucoup fait dans la crise burkinabé, dans la sous-région. Et je ne vois pas pourquoi elle peut dire qu'elle peut penser que c'est Firmin Tekou Agbo serait le porte-parole du président de la République, que cette dame se ressaisisse. Merci beaucoup. En tout cas, on a remarqué l'émotion. Mais il faut noter que c'est un débat contradictoire et chacun est libre de défendre son opinion. Notre troisième invité aujourd'hui est Sylvestre Béni. Vous êtes également journaliste et directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Okay. Nous abordons donc notre premier sujet, direction la République démocratique du Congo. Près d'1 million de nouveaux déplacés en 6 mois en République démocratique du Congo. Une recrudescence d'attaques contre des civils par des groupes armés et des milices a déplacé près d'1 million de personnes depuis janvier, selon l'Organisation internationale pour les migrations, estimant que 6,1 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur de la RDC qui compte 100 millions d'habitants et avec une augmentation de 17% par rapport à octobre 2022. La situation humanitaire continue donc de se dégrader en République démocratique du Congo. 26 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, 1 million sont déplacés en seulement 6 mois. Sylvestre Béni. Jusqu'à présent, les forces onusiennes qui sont dans ce pays, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être elles ont permis de limiter les dégâts. Non, écoutez, j'ai l'impression qu'ils ont pris en otage ce pays pendant des années, mais finalement, le résultat n'y est pas, parce que quand on parle donc des civils tués au nord du Kivu et surtout à Ituri, je crois que cela ne date pas de janvier 2022 ou janvier 2023. Cette crise, ça fait plus de 3 décennies, plus de 30 ans. Oui. Hein, plus de 30 ans que nous vivons presque cette chanson funeste-là, la même rengaine, en rengaine habituelle, on dit des tueries par ici et par là, des civils, des enfants et tout. Maintenant, j'ai écouté entre-temps aussi le chef, le secrétaire général de l'ONU qui avoue presque son impuissance au devant un groupe aussi identifié dans cette partie donc du pays en disant qu'ils sont presque devenus donc une vraie armée, donc ce sera difficile de pouvoir reprendre donc leur position et tout. Voyez-vous, or nous sommes à quelques mois donc de la présidentielle dans ce pays
Mais s'il y a déjà des déplacés, donc ça fausse pratiquement la carte, les débats. Puisqu'il y a eu des recensements, maintenant, il y a eu des déplacés et tout. Qu'est-ce qu'on va faire donc de ces personnes-là? 6,1 millions de déplacés internes. 6,1, oui, de déplacés internes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc ça aura forcément des répercussions sur le calendrier politique, si on veut véritablement en tenir compte avant donc d'aller aux élections. Maintenant, cette crise dure, c'est de l'impuissance, c'est de l'aveu. Jusqu'à quand? Finalement, c'est la question que nous pouvons nous poser. Jusqu'à quand? 30 ans, personne n'arrive aujourd'hui à circoncire le mal. Personne n'arrive donc à dire ça va et arrêtons. Il y a quelques jours, il y a eu quelques échanges aussi quelque peu houleux entre le président français et le président congolais en ce qui concerne donc ces crises-là. Voyez-vous, donc, il y a tellement donc de choses, je me dis. Donc, je reviens peut-être à cette formule. Jusqu'à quand? Puisque les rebelles là sont là, ils sont armés par ceux qui les arment, on le sait. Il y a aussi ceux qui bénéficient donc du soutien d'un pays voisin, donc de la RDC, suivez mon regard. Et tout cela, et ce pays voisin là aussi est soutenu par les Occidentaux. Donc, tout cela, donc, c'est véritablement donc les minerais donc de ce pays qui attire la convoitise. Et donc tant que la RDC serait donc en lambeaux, tant que la RDC serait donc à feu et à sang, donc ça profite à ceux qui pillent donc ce qui vient donc du sang. Ouais, vous c'est cela malheureusement. Eric Johnson, 1 million de déplacés en seulement 6 mois. En comme de janvier à juin, qui n'est même pas encore terminé, on a déjà pratiquement 1 million de déplacés en République démocratique du Congo du fait des attaques qui se sont multipliées dans l'est du pays. Alors, fallait-il s'attendre à autre chose? Peut-être oui, peut-être pas aussi un grand nombre. Non, mais du moment où les conflits internes font toujours légion dans ce pays-là, je ne pense pas qu'il fallait s'attendre à autre chose. Parce que les populations qui n'ont pas des armes, qui subissent ces violences-là, ces conflits-là, ne feront que se déplacer, ne feront que quitter l'est de ce pays-là, qui regorge, comme le disait tantôt mon frère Sylvestre, qui regorge de beaucoup de minerais et qui entraîne cette convoitise-là et qui entraîne finalement ces conflits armés. J'avais lu quelque part un site internet qui parlait de réfugiés, le terme réfugié qui ne s'approprie pas forcément à cette situation-là, oui. Parce que réfugié, c'est quelqu'un qui sort carrément de son pays. Mais le site disait des réfugiés internes. C'est-à-dire qu'ils fuient leur milieu de vie pour aller peut-être en quittant l'Est vers l'Ouest, mais qui ne sont même pas sûrs que là où ils sont est un lieu sûr pour qu'on leur apporte cette assistance-là dont ils ont besoin. Oui, la RDC aujourd'hui est dans cette situation parce que, je pense, l'élite africaine l'a voulu, parce que les Africains l'ont voulu. Si vous ne permettez pas à n'importe qui de venir exploiter vos ressources minières, à n'importe qui de venir prendre vos richesses au vu et au su de tout le monde, je pense qu'on n'en serait pas là. La deuxième. Vous pensez que c'est la faute à l'élite ou aux dirigeants congolais? Bien sûr, je l'affirme très haut. Et je dis encore que, après les indépendances, les Africains auraient pu comprendre tout de suite que pour développer leur pays, il faudrait forcément éduquer leur population. Les pères de l'indépendance l'ont fait, mais ils ont été assassinés très tôt. Oui, la plupart d'entre eux. Oui, justement. Est-ce que vous pensez que c'est les colons qui viennent assassiner nos pères de l'indépendance? Non.
Ils sont derrière. Ils sont derrière. Mais c'est parce que nous, autres Africains, nous ne réfléchissons pas. Nous ne pensons qu'au pouvoir pour le pouvoir. On aurait pu se passer de ces assassinats atroces-là et on ne serait pas dans cette situation. Si chacun avait compris que pour arriver au pouvoir, il faut se battre en amont, que c'est un débat d'idées, que c'est une proposition de programme de société qui permet d'accéder à la magistrature suprême. Je pense que la situation que nous vivons aujourd'hui en RDC ne serait pas devant nous comme ça. La faute donc est imputée à l'élite africaine, oui, aux dirigeants congolais. Je le dis très haut, je l'affirme très haut et je défie quiconque pour me démontrer le contraire. Parce que vous regardez un peu ce qui se passe chez nous. Alors que dites-vous de ce qu'on dit, par exemple, ce qu'évoquait tout à l'heure Sylvestre par rapport aux voisins qui alimentent les crises au Congo à cause de la richesse du sous-sol congolais, par exemple? Il y a un On adage, a vu des rébellions qui venaient d'ailleurs et tout. Il y a un adage qui dit chez nous que s'il n'y a pas un sorcier dans votre maison, aucun autre sorcier ne pourrait pénétrer pour commettre des actes de tuerie chez vous. Et quand on se plaint de l'extérieur, on doit vérifier aussi à la maison. À la maison. C'est parce qu'il y a des sorciers en RDC que les cela sorciers est facile. de dehors sont venus. Oui. S'il y a des réfugiés internes, normalement, il doit y avoir des sorciers internes. Oui, c'est ça. Donc, finalement, c'est pour dire que le continent africain a encore beaucoup à apprendre. Le continent africain est aujourd'hui, je ne sais pas, un terrain d'expérimentation de tout ce qui est négatif dans le monde. Voyez-vous, il y a de nouvelles puissances qui émergent ailleurs. Mais en Afrique, donnez-moi un exemple d'un pays qui émerge véritablement. Regardez, il y a quelques-uns qui font des efforts quand même. Des efforts. Qui font des efforts. Des efforts. Vous savez, on a toujours pris le Sénégal comme un exemple de démocratie en Afrique. Regardez un peu ce qui se passe au Sénégal. Si les Sénégalais, l'élite sénégalaise ne fait pas marche arrière pour réfléchir sur comment préserver les acquis, vous allez voir que ce pays-là aussi sera détruit. Et ça, personne ne le fait contre nous, mais c'est nous-mêmes. Et là, j'affirme très haut, comme je le disais, que l'élite africaine est le problème fondamental des problèmes africains. Merci beaucoup pour cette réflexion, Eric Johnson. Dominique, 26 millions de Congolais aujourd'hui sur 100 millions pratiquement ont besoin d'aide humanitaire. 1 million sont déplacés internes. En moins de 6 mois, ou en 6 mois pratiquement, la situation devient de plus en plus compliquée en République démocratique du Congo. Pensez-vous également qu'il faut l'imputer peut-être aux voisins qui viennent piller, armer les rébellions, ou plutôt à l'élite congolaise? Non, je suis d'accord avec les deux analyses de mes frères ici, parce que la RDC est d'abord victime de tout ce qu'elle regorge comme richesse. Et personne ne veut laisser la main libre à ce pays de se décoller. Un pays très immense, de par sa superficie, sa population de presque 100 millions. Mais aujourd'hui, c'est déplorable de voir la RDC dans cette situation. Et à qui profite cette situation? Comme l'a dit d'abord Sylvestre, et quand nous voyons tous ceux qui sont autour de ce pays, notamment la communauté internationale à travers sa mission, la mission des Nations Unies au Congo, mais je ne sais pas quel est le rôle de cette mission. Depuis des décennies, presque longtemps, cette mission est là. Est-ce que vraiment, est-ce que ces forces onusiennes-là ont un rôle dans ce pays, en fait? Quand on parle de 6 millions de déplacés pendant de 2000 combien, et aujourd'hui, en 6 mois, on a 1 million de déplacés. Est-ce que ces forces onusiennes dans ce pays ont un rôle à jouer? Moi, je me demande. Mais je préférerais que l'ONU revoie les choses au lieu d'envoyer les forces. Mais si un pays a besoin d'être sécurisé, qu'on finance ce pays et que ce pays-là fasse des recrutements à l'interne, qu'elle puisse avoir des forces, des éléments, des éléments
locale, c'est-à-dire que les forces, que le pays fasse un recrutement au niveau de son armée, qu'on occupe le terrain. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque à la RDC. Maintenant, on fait semblant que non, qu'on vient occuper les terrains. ONU également passe par des... Mais tout le monde, c'est ceux qui dirigent ces institutions internationales pour piller l'Afrique, en fait. C'est ça, c'est la question qu'il s'agit. Ce n'est pas... Si cette mission-là est là-bas juste pour protéger le Congo ne va pas arriver dans cette situation. Et c'est ce qui doit nous amener tous à réfléchir. Pourquoi cette question et quel est l'objectif de ces conflits-là? On parle de conflits de bandes armées, non seulement ça, et pour aussi étouffer des gens, d'être en cohésion. Il y a les tribus aussi qui s'en prennent, les conflits communautaires. Et tout ça mais c'est normal que les gens, ceux qui ne sont pas armés, puissent se déplacer, puissent fuir la guerre. Et dans ces situations, je pense, comme l'a dit le frère Johnson, il faut que l'Afrique commence par réfléchir. Comment nous devons régler nos problèmes. Je pense que si la communauté internationale devrait vraiment permettre que la RDC puisse avoir la paix, depuis la paix devait revenir. Mais ce n'est pas la RDC, cette façon, ce conflit existe là-bas avant que l'Ukraine et la Russie puissent s'en découdre entre eux. Mais il faut voir les moyens que ces puissances déploient pour finir, pour voir qui va gagner la guerre. Et pourquoi ces moyens-là n'arrivent pas dans nos pays africains? Nous avons le terrorisme partout. Pourquoi ces avions, ces marques d'armes qu'on envoie à l'Ukraine pour combattre la Russie et tout ça, les moyens qu'on déploie en une année, il faut voir comment tout le monde a mis les moyens pour soutenir l'Ukraine. Si ces moyens-là, nous en avions besoin peut-être d'une partie, même un quart de ces moyens, l'Afrique aurait fini avec ce terrorisme et les guerres, les conflits communautaires. C'est parce que nous, en Afrique, les conflits communautaires et tout ce qui nous met mal à l'aise profitent ceux-là qui ont ces gros moyens. Et comme l'a dit Eric Johnson ici, donc les gens savent que ça les profite, ils manipulent certains dirigeants et on manipule, comme l'a dit Eric Johnson, les sorciers de l'intérieur et on les manipule, ils se mettent à feu le pays, et maintenant, quand on vient en termes de quelqu'un qui vient arroser ou bien éteindre le feu, et on pille l'Afrique. Voilà le système. Alors, je voudrais rapidement corroborer ces propos en disant l'Union européenne a déclaré clairement qu'elle soutient l'Ukraine parce que l'Ukraine fait partie de l'UE. Vous comprenez très bien cela, ces propos. L'OTAN soutient l'Ukraine, qui n'est pas membre de cette organisation-là, parce que l'Ukraine est aux portes de l'Union européenne et il faut protéger l'Ukraine par rapport à la Russie. Mais il parlait des moyens mis à la disposition de l'Ukraine pour faire face à ce conflit. Mais chez nous, la RDC a toujours accusé ses voisins de piller, d'attaquer son territoire. Mais personne ne réagit parce que la RDC n'est pas sur le continent européen. Et l'Union africaine pourrait peut-être jouer ce rôle-là. Quel pays a ces moyens colossaux pour pouvoir venir en aide à la RDC? C'est la grande interrogation. Nous allons, sur cette interrogation, marquer la première pause, puis on vous retrouve pour la suite des débats dans Regard Croisé.